Bon, les événements dont on va parler aujourd'hui avec Bernard Hourcade se succèdent et ne se ressemblent pas. Les observateurs, on en avait parlé ici, avaient été frappés par l'absence de riposte américaine ou saoudienne ou israélienne à l'attaque attribuée à l'Iran contre la principale raffinerie saoudienne le 14 septembre. La riposte est venue le 3 janvier avec l'assassinat du général Soleimani. Téhéran avait annoncé des représailles redoutables, mais s'est contenté de tirer 22 missiles sur 2 bases irakiennes sans tuer aucun, ni blesser aucun soldat américain. Trump, après avoir menacé de frapper 52 sites iraniens, s'est déclaré du coup prêt à la paix. C'est la formule exacte, hein, prêt à la paix. Et côté iranien, on a eu une situation absolument tragique, puisque l'opinion qui était très mobilisée par l'assassinat du commandant de la force Al-Quds s'est largement retournée après la catastrophe du Boeing ukrainien, dans laquelle les autorités ont tardé à reconnaître leurs responsabilités. Alors, la question qui se pose, comme elle se pose depuis plusieurs mois ou plusieurs années d'ailleurs, c'est est-ce qu'on va entre les États-Unis et l'Iran vers la détente ou vers la guerre ? Comment analyser les stratégies de Washington ? On en a déjà parlé beaucoup, mais aussi de Téhéran, et on en a beaucoup moins parlé. Pourquoi l'Europe est-elle si timide ? C'est le moins qu'on puisse dire, pour ne même pas parler de la solidarité exprimée par Emmanuel Macron à Donald Trump après l'assassinat du général Soleimani. Bref, autant de questions auxquelles on pouvait difficilement trouver meilleure personne pour répondre, puisque Bernard Hourcade est géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du Centre de recherche sur le monde iranien, le CERMI. Il a dirigé l'Institut de recherche en Iran de 78 à 83, c'est ça ? Pardon ? 93. 93, autant pour moi. Et l'équipe de recherche monde iranien de 95 à 2003. C'est bon, hein ? Ça, c'est bon. C'est bon. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et études sur la géographie politique, sociale et culturelle de l'Iran, dont je ne cite que les derniers, l'Iran au XXe siècle, chez Fayard, en 2007, et Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance, chez Armand Collin, en 2016. La règle du jeu est connue, en tout cas Bernard la connaît, donc une demi-heure, disons, pour introduire le débat, et puis ensuite tout le loisir jusqu'à 14h de répondre aux questions, aux félicitations, aux critiques, bref, répondre à tout ce que voudrait lui poser comme interrogation. Donc c'est à toi. Merci. Merci. On ne fait pas semblant de se vous voyez. Non, c'est tutoie. Voilà, oui. Mais merci de me donner l'occasion de vous dire tout ce que je ne sais pas sur l'Iran, parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question. L'Iran est un pays important, comme les États-Unis, le Congo ou le Brésil. Il y a des chercheurs qui y travaillent, qui essaient de comprendre ce qui se passe en économie, en société, en culture, etc. Et sur l'Iran, à cause de la révolution islamique et du régime islamique qui est ce qu'il est, qui n'a pas permis à ce que des chercheurs de toute discipline travaillent sérieusement en Iran pendant une quarantaine d'années. Et du côté français aussi, très peu de gens sont partis. Résultat, il y a très très peu de gens aujourd'hui qui, en France, mais dans d'autres pays c'est exactement pareil, connaissent l'Iran d'aujourd'hui, pas celui de 78, hein, de façon un peu subtile. Sans compter ceux qui sont en prison. Exactement. Voilà. Et quand quelqu'un regarde de trop près, Fariba Adelkhah, notre collègue en été, on lui reproche évidemment, d'être un suppôt du régime, puisqu'elle va en Iran, ça veut dire qu'elle est complice de ce régime très, très, très difficile. Et d'autres lui disent, le régime lui dit, mais non, tu es une espionne venant de la part des Français. Et donc, le chercheur se trouve coincé entre les deux, et de façon dramatique, avec l'arrestation de Fariba Adelkhah. Alors, on peut comprendre la difficulté et de ne pas aller en Iran. Cela dit, des journalistes, par exemple, se rendent quelquefois dans des terrains difficiles, de guerre, etc. C'est les contradictions du métier, on peut les accepter, ne pas les accepter, prendre les risques. Mais en fin de compte, le résultat est qu'aujourd'hui, il y a très très peu de collègues qui connaissent l'Iran dans sa diversité. Or, quand vous avez un pays aussi important de l'Iran, de 4 millions d'habitants, le plus grand pays au point de vue démographique avec Turquie et Égypte, qui a eu l'histoire que l'on connaît,
qui a du pétrole et du gaz à savoir qu'en faire, qui a l'histoire politique récente, il est dangereux de ne rien connaître de ce pays ou d'avoir des idées bien stéréotypées. Vous êtes pour ou contre les mollahs. C'est un peu limité comme analyse politique. Mais c'est l'analyse essentielle qui est faite. Et aujourd'hui, je fais face à une série de tombereaux d'injures parce que je dis il faut libérer Fariba Adelkhah et Roland Marshall. Comment oses-tu défendre quelqu'un qui, etc., etc. Mais c'est inimaginable la haine qu'il y a, qui se déverse dans les réseaux sociaux contre Fariba ou contre moi qui essaie de dire bon, soyons un peu sérieux. Et donc il n'y a personne. Vous voudriez, à ma place, avoir un prof d'université de 50 ans et non pas un retraité qui vous explique ce qu'est l'Iran. Donc il y a une vraie difficulté, parce qu'aujourd'hui on voit par contre des gens, et on les voit sur les médias ces jours-ci, j'ai pu le voir, qui n'ont aucune compétence sur le milieu et qui parlent. Très bien, encore. Et donc c'est un problème, parce que ces gens-là finissent par avoir une audience au niveau politique, on les prend au sérieux, on peut les écouter éventuellement, comme ils ont une analyse très 1 plus 1 égale 2. Alors en Iran, 1 plus 1 ne font pas 2 en Iran, justement, il faut savoir ça. Et c'est un vrai problème. Alors, première chose, on est aujourd'hui en Iran, à mon avis, et là je ne rejoins pas ceux qui disaient depuis 40 ans, dans 15 jours, le régime est tombé, il y a aujourd'hui réellement une conjonction de rapports de force qui font qu'il se passe vraiment quelque chose en Iran et autour de l'Iran. J'ai coutume d'analyser le système iranien, non pas en disant pour les mollahs contre les mollahs, c'est un critère, mais en mettant au moins 3 paramètres. En sciences sociales, il y a 1000 paramètres, on essaie d'en prendre quelques-uns. Le premier paramètre est le paramètre nationaliste. L'Iran, c'est l'Iran, grand pays, civilisation, population, culture, tradition étatique. Bon, c'est l'Iran, c'est pas la France ni le Mexique. Deuxième critère important, l'islam. L'Iran est un pays musulman depuis le XVIe siècle, un pays en plus très particulier, c'est l'Iran, musulman chiite depuis le XVIe siècle, et la nation, l'État iranien moderne s'est construit autour du chiisme depuis, non pas autour du nationalisme persan, autour du chiisme depuis le XVIe siècle. Et troisième facteur important, c'est le premier pays où on a découvert du pétrole au Moyen-Orient. Donc c'est le premier pays de la région qui est en contact avec l'international, avec l'économie mondiale, la mondialisation. Avec Reza Shah en 1930 qui fait une réforme pour aller bien, et ensuite 1960, le Shah, le dernier, qui fait des réformes tout à fait salutaires, donnant le droit au vote aux femmes, multipliant les universités, bref, mettant l'Iran dans le monde international. Et c'est tout le problème en Iran, dans beaucoup de pays c'est la même chose, mais arrêtons de dire que tout est avec un seul critère, nationaliste ou moderniste ou bien islamique, c'est l'équilibre entre ces 3 facteurs. Bon, à l'époque du Shah, vous avez le facteur international, vive l'Amérique, et l'ambassadeur américain dirigeait l'Iran. Donc un impérialisme américain très fort. Et ça a suscité des débats. Les religieux ont fait une révolution ensuite. Et donc on disait, tiens, l'Iran est islamique. Et on ne voyait l'Iran qu'en fonction de Khomeini, du turban ou du chador. Désolé, mais l'Iran est un pays aussi où il y avait une bourgeoisie moyenne qui n'était pas pour le Shah ni contre le Shah, qui existait simplement, qui voulait continuer. Et donc, c'est cet équilibre entre ces 3 éléments. Et quand Khatami, par exemple, prend le pouvoir en 97, il est élu président, il essaie de baisser un peu le facteur islamique militant pour faire monter la bourgeoisie moyenne iranienne, etc. Et donc, c'est cela qu'il faut essayer de voir et de comprendre. Mais c'est compliqué, ça. L'équation iranienne, c'est pas on est pour les mollahs contre les mollahs. On va changer le régime et tout ira bien en Iran. Les entreprises qui sont rendues en Iran au mois après l'accord de 2015, ils sont allés en Iran, disant ça y est, l'Iran est ouvert, l'Iran est moderne. Ils sont arrivés, la fleur au fusil, et le chèque dans la poche, les carnets de chèques. Ils n'ont pas fait un chèque en Iran. Pourquoi ? Ils sont opposés au nationalisme iranien. J'ai des entreprises qui m'ont dit, les gens avec qui je discutais pour faire un projet, c'était parfait, parlant français, anglais, allemand, et buvant de la vodka et anti-mollah, mais quand je me suis rendu en Iran avec les directeurs de l'entreprise, que venez-vous faire aujourd'hui, monsieur ? Attention, défense de l'intérêt national, bref, un nationalisme iranien, une complication telle, qui n'est pas spécifique des régimes islamiques, qui faisait que, quand Trump a décidé d'arrêter, il n'avait de toute façon pas investi $1 en Iran. Ils n'ont pas commencé un projet. Ça a commencé dès le début, parce que le nationalisme iranien avait bloqué en fait l'ouverture internationale. Par ailleurs, les religieux étaient les premiers à dire aussi attention à l'agression culturelle occidentale. Tout ça, c'était vrai. Mais c'est le nationalisme qui avait bloqué. Et qui fait qu'ensuite, si les entreprises, si Renault, Peugeot et Total avaient investi 1 ou 2 milliards de dollars pendant la période d'Obama, aux États-Unis aussi, ils bloquaient, ils auraient défendu leurs milliards. Ils n'ont pas dépensé 100 000 euros. J'étais des frais de voyage pour aller à Téhéran. Donc, quand il a fallu partir, ils sont partis. Ils ne sont pas battus pour rester. Et donc, quand le président Macron et les Européens insistent pour qu'il y ait effectivement un système économique qui permet de... Mais c'est trop tard. Les entreprises ne veulent pas jouer le jeu. Elles disent à l'Iran, c'est terminé. Je n'en veux pas plus parler.
si elles avaient eu 1 milliard ou 2 de dollars en Iran investis, elles se seraient battues pour dire au président français « Va voir ton ami Trump, sans le vexer, pour lui dire « Arrête les sanctions sur l'Iran ». Or, le rapport de force n'était pas créé. Autrement dit, reprenons un peu tous ces éléments de nationalisme, d'islam et de politique, et pour voir pourquoi aujourd'hui, à mon avis, il y a une conjonction originale de ces trois éléments. Le premier élément, c'est l'économie. Il faut bien voir que quand le Congrès américain, c'est pas Trump, le Congrès américain décide de ne pas signer l'accord sur le nucléaire, de ne pas le signer, de ne pas l'approuver, ce qui oblige Obama à faire des executive orders, des décrets présidentiels qu'il doit renouveler tous les 6 mois. C'est pas comme ça que ça marche. D'autant plus que les grandes banques françaises, par exemple, étaient sanctionnées déjà. On ne voulait pas mettre un doigt en Iran tant qu'il n'y avait pas une garantie politique solide. Résultat, l'économie iranienne, qui devait exploser, et donc en Iran, on a vu à ce moment-là, c'est une victoire politique, non pas du régime islamique, parce que les gens les plus durs dans le régime étaient contre l'accord, parce qu'ils sont pour le bunker iranien, défendre les vertus de la République islamique pure et dure, et contre une ouverture économique. Qu'elle entraînait quoi? Que l'ingénieur qui aujourd'hui est au chômage, le chauffeur de taxi qui n'a aucun pouvoir, il serait directeur d'une usine qui produit 200 000 voitures par an et payé l'équivalent de 20 000 € par mois. Cet ingénieur-là n'est pas le même que celui qui est chauffeur de taxi qui gagne 200 € par mois. Parce qu'il aura une réalité politique sociale. Et qui va faire venir des ingénieurs français, américains, guatémaltèques ou australiens, dont les rapports de force vont changer. La société moyenne iranienne, la bourgeoisie moyenne iranienne, qui n'est pas celle du Shah, qui sont des gens qui ont 40 ans, qui sont nés après la révolution islamique, donc qui ont une autre éducation, un autre système. Ces gens-là auraient pu prendre du pouvoir social et non pas changer le régime en 3 mois, en 3 jours, non, mais un rapport de force nouveau. Après, les Iraniens auraient fait ce qu'ils ont voulu faire pour changer le système politique, le faire évoluer. C'est leur problème. Mais le rapport de force aurait été changé. L'Iran, grande puissance magnifique, culturelle, interne, aurait pu avoir un rayonnement international autrement important vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de l'Irak, de l'Afghanistan, pour exporter des produits industriels, pour avoir une influence politique aussi, parce que c'est un pays important. Mais ça a été cassé. Qu'est-ce qui reste quand vous n'avez pas la perspective de pouvoir vous développer sur le plan international comme tout pays dans la région, un pays normal, un pays émergent normal? Eh bien, il reste le militaire. Et c'est là que intervient le général Soleimani et les autres. Il y avait des guerres déjà parties, pour des raisons que l'on connaît, en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs, en Afghanistan. Bon. C'était coup parti. Le problème d'Israël. Bon. Donc, puisque on a tenté que l'Iran réintègre les communautés internationales en respectant ses valeurs islamiques, politiques et internationales, par le biais de l'économie. C'était l'accord de Vienne. L'accord n'est pas respecté par la plus grande puissance du monde. Qui est le menteur dans l'histoire? C'est quand même les États-Unis qui font quelque chose d'incroyable. Incroyable. Il faut se rappeler quand même que ce n'est pas nouveau. Le président Wilson, après la Première Guerre mondiale, avait créé la SDN et les Américains ont refusé la SDN. Donc c'est une habitude américaine que de ne pas respecter leurs accords, parce qu'ils sont les plus forts. Mais enfin, là, dans le cas présent, ça a suscité un désespoir terrible. Parce qu'aujourd'hui, en Iran, l'économie iranienne s'est effondrée. On dit, regardez, les mollahs ne sont pas capables de gérer l'économie. Oui, c'est vrai. Mais quand vous avez un budget de l'État qui baisse de 40% du jour au lendemain, nous en France on discute de 500 millions ici et là, on en fait des histoires, là-bas c'est le 40% du budget qui disparaît, pouf, en 2 minutes. Bon, ça pose des problèmes au gouvernement, quel qu'il soit. Et je vous disais l'exemple d'un ingénieur qui était chauffeur de taxi, qui avait des promesses d'être embauché à un très bon salaire, n'est plus rien aujourd'hui. Et beaucoup de travaux publics, de grands travaux qui étaient financés, parce que l'Iran a de l'argent quand même, tous ces grands projets sont arrêtés. Donc j'ai vu des ingénieurs qui étaient en architecture et travaux publics, routes, etc. Il dit, j'étais un grand projet autoroutier, le projet est arrêté. Depuis 3 mois, je n'ai plus de salaire. J'ai été très bien payé. Et en plus, j'avais du piston, j'étais vraiment quelqu'un de... Aujourd'hui, plus rien. Je suis tout nu chez moi, je regarde la télévision, et je regarde Internet quand elle n'est pas coupée. Et donc, il y a un effondrement terrible. Les gens, maintenant, veulent partir d'Iran. Quelle ambition peut-on avoir? J'ai 30 ans, je suis ingénieur, formé dans la meilleure école iranienne. Je pensais, ça y est, pouvoir travailler dans mon pays, c'est quand même bien. L'Iran est un pays intéressant. C'est fini. Le temps que je se remette en place, politiquement, ça fait 3-4 ans. Que ça soit vraiment efficace, ça fait 5 ans de plus. Ça fait 10 ans, 45 ans. 45 ans, ma vie est faite. Et il y a tellement d'hypothèses que ça ne se fera pas comme ça. Je me casse, je m'en vais. Et donc, c'est un vrai problème important. Et donc, quand aujourd'hui, les Européens, et le président Macron notamment, ou peut-être Le Drian plus que Macron, dit aux Iraniens, sur le nucléaire, ne montez pas la dose, hein, attendez, oui, donc j'attends que Trump fasse ce qu'il veut, et moi je ne fais rien. Il ne respecte pas sa partie, ben, je ne respecte pas ma partie non plus.
en notant quand même que l'Iran a dit que tout ça c'est réversible, ils peuvent la seconde même arrêter le programme d'enrichissement, et pour l'instant, les inspecteurs de l'AIEA, de l'Agence internationale d'énergie atomique, vont en Iran comme il se doit. Donc cette question économique est très importante. Ce qui fait que, en novembre dernier, émeute en Iran, à cause du prix de l'essence, c'est pas original, hein, en Iran comme ailleurs, et donc qui va dans la rue? Les prolos. Les gens qui vraiment, les chauffeurs de taxi, les Uber iraniens, si vous voulez, qui, eux, n'ont pas droit à de l'essence à prix taxé, l'essence au prix libre. Et donc, s'ils font une course à 10 000 rials, s'ils doivent dépenser 8 000 rials d'essence, ça ne marche plus. Donc, c'est ces petites gens qui ont dit, attendez, ça ne va pas, cette augmentation de prix de l'essence. C'est un prétexte, mais ça a explosé. Mais ont manifesté des gens de milieux populaires. Ce n'est pas à Téhéran, mais dans les banlieues de Téhéran. Ce n'est pas dans les grandes villes, au centre des grandes villes, dans les petites villes où les gens vivent très modestement. Et ils sont à quelques euros près. Donc le prolétariat, c'est... Et quand j'ai téléphoné à mes amis en Iran, vous ne manifestez pas? Je ne vais pas manifester avec des prolos quand même. Je suis quand même prof d'université à la retraite, donc soyons sérieux. Donc la classe moyenne n'a pas manifesté. Première étape, mais on a vu que c'était difficile. Et qu'a fait le gouvernement? Il a paniqué. Il a tiré dans le tas. Et il n'a pas donné l'ordre d'être prudent. Il y a eu une instrumentalisation ensuite, on le sait qu'à Bandar Machar en particulier, des groupes indépendantistes arabes, militaires, voyant la manifestation, sont introduits, ils ont leur Black Bloc aussi, sont introduits à la manifestation pour attaquer des casernes et prendre des armes, etc. D'où réaction des gardiens de la Révolution qui ont tiré dans le tas. Mais cette réaction violente de répression a posé beaucoup de questions à l'intérieur du système. Comment, et très rapidement, et le guide et le président ont dit, on ne peut pas mettre en prison un jeune qui a brûlé un pneu. Or, vous avez tiré de sang, il est mort le gamin, parce qu'il méritait le pneu un pneu. Il y a eu un débordement, ils sont revenus en arrière, et ont constaté que le système ne marchait pas. Que la répression, il faut contrôler la sécurité, mais leur méthode n'est pas bonne. Et ils ont lâché les chiens, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas acceptable. Et ils se sont rendus compte à l'intérieur du régime qu'ils avaient fait une faute politique, en laissant la répression se répandre. Donc, émeute et difficulté au niveau de l'économie et répression. Deuxième chose importante, Soleimani, le nationalisme. Deuxième I de l'Iran. Soleimani est le général qui, depuis que les forces de Ahmad Mohammad Rajar, fin du début du XIXe siècle, ont été à Tbilissi, en Géorgie, ont brûlé la ville, ont détruit, victoire militaire exceptionnelle, ils sont revenus d'ailleurs, hein, ou que Nader Shah est allé à New Delhi, il a brûlé New Delhi, a pris le trône du Pan et Koh-i-Noor, et il est revenu en Iran. Mais le dernier général qui a fait une victoire militaire iranienne, c'est Soleimani. L'Iran a toujours été battu dans les guerres. L'Iran n'a jamais gagné une guerre. L'Iran n'a jamais été impérialiste. Je veux dire par là, sur l'époque de Darius, mais ils n'ont pas réussi. Marathon et Salamine, ils ont été battus, les Iraniens. Ils ne sont pas restés en Grèce. Pourquoi? Les Iraniens sont iraniens, ils ne sont pas arabes ni turcs. En plus, dans le monde islamique, ils sont chiites et pas sunnites. Comment voulez-vous que l'armée iranienne, que les colonisateurs iraniens s'installent en Syrie ou en Arabie Saoudite, au Yémen ou quelque part ailleurs pour dire « je vais contrôler ce système-là ». Cela dit, quand j'ai gagné une bataille, je suis le libérateur d'Alep, entre guillemets. Bon, même si ça permet le soutien de Bachar el-Assad par ailleurs. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai gagné contre Daesh, j'ai protégé la ville d'Erbil. Je me suis associé aux Américains en 2001 pour combattre les talibans. Moi, général Soleimani, ma force Rhodes, c'est une petite force, c'est les forces spéciales de la DGSE, si vous voulez, c'est vraiment un tout petit groupe, mais de soldats d'élite. J'ai réussi à remporter des victoires importantes. Et en plus, avec ma force Rhodes, j'ai levé des milices, parce que ce n'est pas mes 1000 types qui vont pouvoir contrôler la Syrie et l'Irak. Donc je lève des milices qui sont des tueurs, mais enfin, à la guerre comme à la guerre. Mais je peux les contrôler, parce que c'est moi qui les paye et qui les contrôle. Donc il a réussi à mettre en place un système, et il s'est un peu pris au jeu, lui ou d'autres, peu importe. Disant, l'Iran peut avoir ainsi une influence politique avec le Hezbollah, qui est un beau succès de ce point de vue-là, les milices qu'on met en place en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Yémen, partout où on peut avoir ainsi des zones d'influence. Et donc, certains disaient, ça y est, l'Iran est un grand pays qui va, comme l'Empire ottoman, contrôler la région. Regardons les choses dans la réalité. La force Rhodes, avec leurs 1200 bons hommes, c'est pas ça qui va permettre de contrôler depuis Kaboul jusqu'à Beyrouth ou jusqu'à Aden. C'est pas ça, même si ces ambitions existent. Donc, Soleimani était le représentant à la fois de la politique d'expansion idéologique de l'Iran, mais c'était aussi l'homme qui a protégé l'Iran de Daesh. Or, pour les Iraniens ordinaires, Daesh, avec tout ce qu'il y avait autour, culturellement et idéologiquement, c'est le danger, c'est l'épouvante pure. Or, on sait très bien qu'il y avait sur les frontières de l'Iran et à l'intérieur des groupes qui pouvaient faire que cette force-là soit active alors qu'elle n'existe pas en Iran ou est très faible. Et donc, Soleimani a ainsi pu incarner, je parle de Soleimani, mais ça représente les gardiens de la Révolution en général,
une force qui était à la fois répressive, arrêtez pas de dire n'importe quoi sur Israël qui était hors de propos, dont on n'aimait pas ces gens-là a priori, hein, qui étaient des gens trop durs, mais qui par ailleurs ont gagné des victoires, ont protégé la patrie, ont protégé les frontières iraniennes, et à la guerre comme à la guerre, d'accord, mais ça je ne veux pas le voir. Ce qui fait que ce général, qui en plus était un bon musulman, en Iran beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, mais lui il croyait en Dieu apparemment, les gardiens de révolution et beaucoup de notables sont corrompus. Depuis 40 ans, on leur a donné des moyens et ils contrôlent beaucoup de choses, légales ou illégales. Soleimani n'était pas ce genre-là. C'était vraiment un bon général qui a travaillé, qui restait dans l'armée, fait son boulot de général. Et en plus, il est apprécié de ses troupes. Donc il était un modèle parfait. D'ailleurs, il y a toute une médiatisation pour en faire un héros parfait qui peut être utilisé. Et donc, quand il était assassiné, il y a eu deux choses. Certains ont dit « bravo, enfin, bon débarras ». Oui, mais en se débarrassant de Soleimani, on se privait aussi de quelqu'un qui contrôlait les milices, qui a fait les milices, et qui pouvait les contrôler. Qui aujourd'hui, je n'en sais rien, en Iran, est capable de dire aux différentes milices pro-iraniennes qu'il y a en Syrie ou en Irak, faites ceci ou ne faites pas cela. C'est pas évident du tout. Lui était capable de le faire. Donc, bravo, il est mort, bon débarras. Mais beaucoup de gens aussi ont dit, attention, c'est un général de l'armée iranienne, les gardiens de révolution, c'est l'armée iranienne normale, c'est une section, comme on dirait chez nous, les légions étrangères, si vous voulez, c'est une section, mais de l'armée normale. On attaque un général qui a libéré Alep et qui a surtout protégé le pays contre Daesh. Donc, je ne l'aime pas, j'aime pas sa façon de faire, etc. Mais il a fait le travail d'un général de la République. Si bien qu'après son assassinat, il y a eu dans la rue les 20% de gens qui sont pour le régime à fond, plus 20% de gens nationalistes qui ont dit aux Américains, vous n'avez pas le droit de tuer un de nos généraux. Vous attentez à la dignité nationale. Et donc on a vu des gens soutenir et manifester, pas en nombre immense, mais en très grand nombre, des gens ont manifesté par nationalisme. On s'est rendu compte à ce moment-là que les gardiens de la Révolution avaient gagné, on oubliait un peu la répression intérieure et extérieure pour ne retenir que le rôle de soldats défendant la patrie. Et politiquement, c'était un couloir ouvert pour que le général Soleimani soit candidat au présidentiel l'année prochaine. Hypothèse parmi d'autres. Bon. Mais il était donc blanchi en quelque sorte et élevé. Donc on a, avec Soleimani, ce nationalisme qui monte. Donc on a vu les prolétaires, les nationalistes montent. Alors le nationalisme c'est important. Et troisièmement, on vient de le voir aujourd'hui, ukrainiens. Mais au-delà du drame et du fait que, pourquoi, il disait, les Iraniens n'ont pas interdit l'espace aérien iranien juste après le bombardement sur les cibles en Irak, qui entre nous étaient des bombardements bien ciblés. Ils ont prévenu tout le monde, y compris les Français, dégager les bases militaires d'ici et là pour ne pas qu'il y ait de dégâts. On ne veut pas tuer un Français, des forces spéciales, ou un Américain, ou qui que ce soit des Irakiens. Donc c'était des bases militaires vides. Ils ont tapé sur des hangars vides, bien faits. C'était uniquement au niveau du principe, pour éviter d'enflammer la situation. Mais pourquoi n'ont-ils pas arrêté cela? Peut-être on en parlait tout à l'heure, parce qu'ils ne voulaient pas dire que nous allons attaquer les Américains ce jour-là. Donc, ça montre surtout qu'il y a une incompétence des gardiens de la Révolution pour assurer la sécurité intérieure de l'Iran. Les gardiens de la Révolution ont été efficaces à Alep. Ils ont été efficaces pour combattre Daesh avec des troupes au sol qui combattaient, alors que les Américains étaient avec des avions, et pour pouvoir détruire un missile avec des missiles à courte portée qui font 50 km. Donc on voit un avion hostile, on tire, boum, l'avion est détruit. Mais pour contrôler la sécurité de l'espace aérien d'un pays aussi vaste que l'Iran, et quand vous êtes autour de Téhéran, avec l'aéroport international à 15 km, bon, ça se coordonne tout ça, ça s'organise. Vous devez être en relation avec la tour de contrôle de l'aéroport pour dire attention, le vol ukrainien numéro tant décolle dans 3 minutes, par telle trajectoire, attention, c'est lui. Et je suis là, moi, gardien de la Révolution avec mes missiles, je sais que cet avion-là, je le repère très très bien. Et je ne confonds pas avec autre chose. Or, les gardiens de Révolution sont à part. Ils ne coopèrent pas forcément avec la sécurité, avec le trafic aérien de l'aéroport. Ils sont un peu à part. Et est-ce qu'ils ont été entraînés suffisamment pour distinguer un avion de ligne d'un missile de croisière? C'est une technique sophistiquée, cela. Ça se fait, cela. Il peut y avoir des erreurs, mais ça se fait. Est-ce que ça a été fait? Et donc on a vu les gardiens de la Révolution, qui étaient la veille glorifiés et blanchis, qui deviennent une troupe qui n'est pas fiable pour défendre la sécurité du pays. Et donc, un renversement. Et qu'est-ce qu'on voit dans la rue à l'université Amir Kabir, qui est polytechnique, ce quartier latin iranien? Des manifestations d'étudiants et de la classe moyenne, qui n'a pas manifesté en novembre, qui n'avait pas trop manifesté pour Soleimani, parce que quand même, Soleimani, bon, c'était pas quand même mon héros.
Mais là, ils disent il y a vraiment un problème dans la République islamique. Et ce qui est très intéressant, c'est que le général commandant la force aérienne des gardiens de la Révolution dit « J'aurais préféré, je m'excuse, je préférais être mort que d'avoir détendu cet avion. » Pour la première fois depuis 40 ans, les gardiens de la Révolution s'excusent publiquement, disant « J'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, une faute politique grave. Puis qu'un crime, j'ai fait une faute, pour prendre une expression connue. » Et donc, on voit donc que les gardiens de la Révolution, qui sont une force d'élite, ce n'est pas des voyous, bandits, tueurs, au couteau entre les dents, ce n'est pas ça du tout. C'est une force d'élite militaire et idéologique. Et Soleimani était un général républicain, ce n'était pas un général putschiste qui allait faire n'importe quoi, non. C'est justement quelqu'un de sérieux. C'est cette force-là qui a pris une force idéologique, militaire, économique par le réseau des anciens combattants. Donc, cette force qui était un peu un État dans l'État, on lui dit peut-être, tu ne peux plus être cela aujourd'hui. Il faut revoir les données. L'important, pour moi qui suis président de la République iranienne, moi qui suis guide de la République islamique, moi qui défends la République, je veux que le nationalisme soit protégé, je veux que l'économie fonctionne, donc il faudrait peut-être avec les Américains trouver une solution et arrêter de gueuler contre Israël n'importe comment, ça nous coûte de l'argent pour rien, hein. Et du point de vue idéologique à l'intérieur, revoir les rapports de force. Autrement dit, l'idéologie, I de islam islamique, le I de Iran, nationalisme, et le I de international retrouvent aujourd'hui un nouvel équilibre. Très instable, ça bouge de tous les côtés, du jour au lendemain. Mais les trois forces politiques, sociales, culturelles iraniennes, qui sont la force du nationalisme iranien, elle est extrêmement puissante. Et ça permet la convergence de tout le monde autour de cette réalité, hein, pour défendre la patrie, la façon de vivre, etc., avec tous ces aspects. L'aspect économique est central, et l'aspect idéologique est important aussi. La République islamique a des fondements réels. C'est pas une idéologie purement d'apparatchik, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et donc on dit aujourd'hui, les choses doivent se rééquilibrer, sachant qu'il y a des gens qui sont toujours dans leur bunker et qui disent la meilleure façon de réagir, c'est la répression, ou c'est de faire comme ça s'est fait maintenant. Ils ont éliminé 90 des 242 députés qui se représentaient aux élections législatives qui auront lieu dans un mois exactement. Ils ont éliminé 90 députés comme étant de mauvais musulmans. Bon, c'est un peu difficile. Donc la répression est toujours là. Ça n'est pas en 5 minutes que ça va changer. Mais on a là, aujourd'hui, une convergence d'émotions. Le prolétaire se révolte, le nationaliste se révolte, les intellectuels de gauche ou de droite disent ça ne va pas. On est vraiment, à mon avis, à un tournant important parce qu'en plus, l'Arabie saoudite a dû interrompre sa production de pétrole de moitié après 22 missiles, ce qui n'est pas grand-chose, contre une centrale. Ils ont été humiliés. La guerre entre Arabie saoudite et Qatar, des guerres diplomatiques, ça a évolué. Les Émirats arabes unis qui font la guerre au Yémen activement et qui sont actifs maintenant en Libye, etc., face à l'Iran, où ça va aller. La sécurité dans le Golfe Persique, c'est important que notre pétrole et le gaz exportent. Les Chinois sont intéressés, pas tellement nous. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Les Américains se retirent d'Irak, très bien. Si les Iraniens se retirent aussi, c'est quand même grave. Parce que c'est la porte ouverte à Daesh. Et on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Donc les Américains vont se retirer d'Irak, progressivement. Quelle est la force, quel est le pays dans la région qui peut arrêter cela? C'est l'Iran, qui est le seul pays qui a un certain nombre d'influences en Iran et des moyens militaires au moins pour contrer Daesh, par exemple. Donc on ne peut pas dire aux Iraniens, chaque fois qu'ils sont en Irak, partez, vous êtes impérialistes. Mais il faut tenir compte aussi de la population irakienne, qui dit les Iraniens dehors, les Américains dehors, les deux dehors, nationalisme qui revient. Et donc, il faut prendre les choses un peu au sérieux. Et essayer de faire en sorte que les foucades de Trump, mais qui ne sont plus que des foucades, c'est une stratégie américaine d'un côté, que la répression en Iran, que notre politique un peu obscure en France soit réévaluée. Dernier élément important du point de vue idéologique, je m'arrêterai là, c'est le fait que les Iraniens, la République islamique, qui a été, dont le slogan est « Istiqlal Azadi Jomhuriya Islami », indépendance, liberté, République islamique. Indépendance. L'Iran est indépendant, ça à peu près. Cela dit, ils sont dépendants au point de vue économique, ça ne marche pas. Mais au point de vue impérialisme, c'est contre l'impérialisme américain que la bourgeoisie du Shah, ou la bourgeoisie de cette époque-là, s'est révoltée et a suivi Khomeini en disant « les Américains ont trop de force chez nous ». Alors je ne suis pas pour Khomeini, mais il y en a assez que le Shah soit l'esclave des Américains. Donc mettons les Américains de côté. Il y a un consensus. Et Khomeini était d'accord. Donc il y a eu un consensus autour de l'anti-impérialisme. Et aujourd'hui, que fait l'Iran? Il se trouve accusé d'impérialisme en Irak. Attends, c'est pas possible.
Moi, le grand pays anti-impérialiste, on me dit en Irak, Iranian go home. Attends, Iran go home, c'est nouveau, c'est Yankee go home, pas Iran go home. Deuxième chose, le vol 655 d'Airbus d'Iran Air. À la fin de la guerre Irak-Iran, le 4 juillet, en plus le 4 juillet, c'est le 4 juillet, je crois, le 8, je ne sais plus. Un avion décolle de Bandar Abbas pour aller à Dubaï. Un militaire iranien, américain, sur le Vincennes, voit un avion qui arrive, il pense ça pour un avion hostile, il tire, le vol 645 est descendu avec près de 300 morts. À ce moment-là, 3 jours après, Rafsanjani et Rejaï, le commandant en chef des gardiens de la Révolution, vont voir le guide Khomeini et lui dire « Écoutez, les Américains sont prêts à faire n'importe quoi. C'est la panique, ils tirent sur n'importe quoi. Ils ont fait 300 morts là, il faut arrêter la guerre. » Et Khomeini dit « Je prends une décision qui est aussi dure que de prendre un bol de poison, j'arrête la guerre Irak-Iran. » Et les Iraniens se retrouvent aujourd'hui dans la même situation. C'est nous, aujourd'hui, qui avons descendu un avion innocent. On se retrouve dans la position des Américains en 88. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, et je terminerai par là, à un moment où Khomeini n'est plus là, il y a son autorité, pour qu'en Iran on dise attention, il faut arrêter les frais, il faut revenir autour de la table. On s'arrête là. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à nos amis, il y a quand même une question qui me chiffonne personnellement. Bon, nous savons tous qu'on est dans une période de reflux de l'hégémonie américaine, avec des modifications sensibles des rapports de force, y compris de la capacité des États-Unis à intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans la direction iranienne, je ne parle pas des gardiens de la Révolution en particulier, une surestimation de leur propre marge de manœuvre? Parce qu'après tout, on a joué un rôle décisif dans la sauvegarde du régime de Bachar. On a le Hezbollah qui est la chose que craint le plus Israël, de loin. Ce qui fait peur à Israël, c'est les missiles du Hezbollah qui vont jusqu'à Eilat. On a une influence, grâce à la guerre américaine en Irak, on a une influence majeure en Irak. On commence à avoir indirectement au moins un doigt dans l'affaire yéménite. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une espèce de vertige de la puissance? Et ça, c'est important parce que pour la suite, c'est déterminant que ce vertige disparaisse pour qu'on puisse contraindre les Américains à revenir à de meilleures intentions, quoi. C'est une vraie question, c'est sur l'Iran éternel et la puissance nationale de l'Iran. Nous sommes un grand pays, le plus beau pays du monde, la meilleure littérature du monde, l'art le plus puissant du monde. Nous avons... Bon, et Iran über alles. Hein, bon. Il y a ce nationalisme iranien dans tous les domaines. Et du plan militaire, Soleimani était capable justement de contrôler avec efficacité, dont tout le monde enviait la puissance iranienne militaire, et dont les Iraniens sont hyper sûrs d'eux-mêmes. 10 ans ensuite, il y avait un article de Robert Mallet dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier sur Trump joue au court terme, les Iraniens sur le long terme. Ils disent, écoutez, c'est pas la première crise que l'on a. On était envahi par Alexandre le Grand, les Arabes, les Turcs, les Mongols, etc. Et nous avons toujours survécu. L'Iran a perdu les guerres, mais gagné la paix. C'est un slogan habituel. Et donc, aujourd'hui, ça va très très mal. Ça va vraiment très très mal. Mais vous inquiétez pas, on a le temps, on sait résister. Et la résistance est un des slogans iraniens. Sauf que cette notion de résistance n'est pas acceptable par la société iranienne d'aujourd'hui. Et donc, il y a une dichotomie très forte entre le gouvernement iranien, du fait du général, et même beaucoup de gens en Iran, qui disent tout ça, c'est des épiphénomènes, nous avons résisté à pire que ça. Et donc, on attend un petit peu, on fait le dos rond. Sauf que les gens disent, les prolétaires disent, non, je ne peux pas attendre, moi, j'ai besoin de manger tout de suite. Et quand il y a une attaque de Daesh, il faut réagir tout de suite. Et quand on détruit un Airbus ou un Boeing, on ne peut pas accepter ça non plus. Il y a une impatience. Et ça, c'est un des clivages importants, je crois. Cette autosuffisance iranienne, cette arrogance iranienne, qui dit « nous sommes le meilleur pays du monde, à l'avenir, de toute façon, nous sommes incontournables. Alors, crise aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on a le temps. Et dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, vous reviendrez. Donc, je ne suis pas pressé. Et j'exige tout, sans donner. La négociation n'est pas le propre de l'Iran. Et par ailleurs, petit problème intéressant, c'est que les élites iraniennes d'aujourd'hui ont très très peu d'expérience internationale. Depuis 40 ans, les élites des gardiens de la Révolution ont tous été blacklistés. Très peu ont été à l'étranger pour étudier ou autre. Donc ils ne savent pas comment fonctionne quelque chose. Donc tout de suite, vous vous intéressez à l'Iran, c'est suspect, espionnage, prison. Bon. Donc il y a une méconnaissance du système de discussion. Je l'ai dit pour les business,
les entreprises iraniennes envoient un ingénieur pour discuter un projet d'investissement en Iran, très bien, mais dès qu'on va sur le terrain, là, on se heurte à la réalité iranienne qui est non pas hostile. Les Iraniens sont très, de façon globale, très accueillants et d'autres choses, mais quand on discute, il y a un blocage là. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Pourquoi vous me proposez ça? Il y a une espèce de syndrome de l'invasion du pays écrasé. Des pays écrasés. Et ça, c'est ancré dans les... Vous connaissez la légende du roi Feridoun, qui partage son empire entre ses 3 fils. À l'un, à Touraj, il donne les steppes d'Asie centrale. À l'autre, à Salm, il donne les grandes villes de Roum et de l'ouest. Et à son fils préféré, Iraj, il donne l'Iran, le cœur de l'Iran. Et que se passe-t-il? Les 2 frères, Touraj et Salm, s'entendent pour tuer leur frère Iraj et prendre l'héritage. Et les Iraniens disent, entre les Arabes et les Turcs, et maintenant les Américains, les sionistes et tout ce que vous voulez, les Français, nous sommes la victime au milieu. Et ça, c'est pas nouveau, ça peut durer. Sauf qu'aujourd'hui, la société a changé, et en Iran, les gens n'acceptent plus cela, quel qu'il soit. Ça, c'est nouveau. Merci à vous. Donc la règle du jeu, comme vous savez, c'est d'attendre le micro pour que d'abord Facebook, qui nous suit aujourd'hui, c'est une première, mais aussi ensuite sur la vidéo, tout le monde puisse entendre les questions pour comprendre les réponses. Votre voix est indispensable. Vous avez commencé par parler de la haine et de l'ignorance des Européens, mais chez moi, aux États-Unis, c'est beaucoup pire. Alors, ma question, c'est quand vous avez parlé de l'exagération de l'ingérence de l'Iran dans tous les pays récemment, est-ce que vous croyez que cela est dû à l'ignorance et la haine, ou la haine est due à l'ignorance, ou à parce que j'étais très étonné par ce qui s'est passé entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France hier, ou avant-hier. Est-ce que vous croyez que c'est les intérêts économiques, les grandes sociétés européennes qui ne veulent pas ou n'osent pas se compromettre? Voilà, merci beaucoup. Plusieurs questions ou une à une? Une à une? Une à une, peut-être. Une à une, je réponds là-dessus. Oui. Effectivement, sur le nucléaire, il y a un truc très important. Le nucléaire, ça touche à l'identité même des grandes puissances, des 5 puissances du Conseil de sécurité. Bon. Donc, et on l'a vu en 2013, 2012, 2013, quand le nucléaire iranien était en pleine progression, tout le monde s'est finalement mis d'accord pour discuter autour de la table. Donc le nucléaire est important. Et l'attitude des 3 Européens qui ont été à l'initiative, justement, du début de la négociation avec l'Iran, qui maintenant sont encore plus radicaux anti-iraniens sans voir la partie américaine. Et on demande donc aux Iraniens d'être 2 fois plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, sans rien demander aux Américains. Là, il y a un déséquilibre qui est pas connu en Iran, parce qu'on ne tient pas compte, et c'est là que je dis qu'on ne prend pas compte du nationalisme iranien. Les gens qui sont contre la République islamique, farouchement contre, ils n'acceptent pas de ne pas pouvoir faire leur travail. Et donc, la politique française, qui consiste à dire aux Iraniens, attention, vous n'avez pas le droit d'enrichir l'uranium, et ne pas dire un mot à Trump en équivalent, ils disent, attendez, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils deviennent hyper nationalistes, disant, c'est les Américains les fautifs, de façon exagérée aussi. Ça alimente donc l'anti-américanisme, avec tout ce que ça suppose de paranoïa négative, alors que ça pourrait être un élément d'équilibre. C'est là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? L'économie, non, parce que l'Iran est un pays important. Mais l'économie iranienne, même si elle s'est développée, c'est la Belgique. L'Iran a beaucoup moins d'importance dans l'économie iranienne française future que les relations avec la Belgique. Parce que l'Iran est un petit pays, entre guillemets, du point de vue économique. On pourra vendre, etc. Mais ce n'est pas ça qui va compter. Entre les USA et les Européens? Non. Alors, entre les USA et les Européens, les économies sont mondialisées. On voit bien aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas faire la guerre économique aux États-Unis. Ça ne rime à rien. C'est une guerre économique contre nous-mêmes. Donc, il y a des limites à trouver. L'impérialisme américain joue le jeu. Ils sont impérialistes au niveau économique, mais au point de vue politique et militaire, ils se retirent. Il y a ces contradictions qui sont là. Ils ne sont plus capables de contrôler le monde. Ils ont perdu au Vietnam, ils ont perdu partout. Les Américains ont perdu toutes les guerres depuis 50 ans. Sauf la grenade. Sauf la grenade. Ah oui, excusez-moi. Sauf la grenade. Ouais. Mais en Somalie, ils ont pas... Bon, bref, il y a un vrai problème là-dessus. Donc,
ça pose tous ces changements dans le contexte important de la plus grande puissance du monde qui se retire ou qui ne respecte pas. Donc ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, mais qu'il faut résoudre de façon claire, frontale, avec honnêteté. Et ne pas faire payer à l'Iran, qui est le malheureux laboratoire où cette contradiction est la plus flagrante aujourd'hui. L'émergence d'un pays donc, qui prend le nucléaire pour être émergent, ou l'économie, ou alors l'expansion par le général Soleimani à droite à gauche, etc. Donc des défauts de jeunesse, je dirais, ou bien essayer de faire en sorte qu'un pays émergent, l'Iran par exemple, l'Égypte, le Congo, le Nigeria, le Brésil, soient aidés dans leur émergence, avec les contradictions qu'il peut y avoir, pour trouver un système mondial qui, dans 50 ans, remplacera le système bipolaire qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais ça... D'autres questions? Ça vient. Ici, voilà, tout au bout. Oui, Dominique Vidal, suite à votre remarque, là, effectivement, je sais que la première guerre que les États-Unis n'ont pas gagnée, ils ne l'ont pas perdue non plus parce que c'est terminé par un statu quo, c'était la guerre de Corée. Voilà. Et d'autre part, ce que vous avez dit, moi, ce qui me pose problème, c'est les médias français aussi. Je me souviens des émissions à 28 minutes sur Arte où des intervenants ont justifié l'assassinat du général Soleimani et même pratiquement approuvé Trump, et ils sont pas du tout fait contre, ils sont pas fait du tout contredire par les autres intervenants. Je vous dirais qu'à une émission que vous citez, j'ai refusé d'y participer parce qu'il y avait des partenaires, des interlocuteurs que j'estimais non compétents et militants, et uniquement militants. On peut avoir des analyses divergentes en surestimant le facteur islamique, nationaliste, économique. Bon, on peut, en sciences humaines, politiques, il faut tel facteur et tout prend en compte, moi je le prends moins en compte, bon, on débat. Mais il faut au moins être sérieux. Si on a des militants qui disent « Moi, mon but, c'est de renverser la République islamique à bas les mollahs », ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'essayer de voir comment ça se présente pour qu'ensuite les gens qui décident puissent décider en connaissance de cause. Mais il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Mais ça, c'est un combat tous les jours. Bon, ça fait partie de la vie. Il faut maîtriser les médias comme il faut maîtriser le reste. Et c'est pour ça qu'à l'IREMO, ou grâce à des vidéos, on a 1% par rapport au reste. Mais c'est 1%, ça compte. D'autres questions? Ici, après. Ne pensez-vous pas que cette situation, finalement, arrange et l'Iran et les États-Unis? Parce que l'un et l'autre se cèdent mutuellement, finalement, en ayant ces attitudes-là. On est surpris de voir le président Trump parler de recherche de la paix avec l'Iran, et après son discours, donc, une ouverture. Et le fait que les Iraniens aient fait en sorte qu'il n'y ait pas un mort américain, c'est très important. Des deux côtés, finalement, on ne veut pas la guerre, c'est une chose claire et évidente. Le côté iranien, ils savent très bien qu'une guerre, ce serait quoi? Concrètement, la destruction, non pas de 52 sites archéologiques. Alors là, ça a été une erreur qu'ils ont vite arrêtée. Petite parenthèse aussi, l'UNESCO protège très bien les bâtiments, mais ne protège pas les chercheurs qui travaillent sur ces bâtiments. Il n'y a pas de protection de l'UNESCO sur la science et les chercheurs. Alors, on est à dire, c'est une parenthèse sur le problème de Fariba Adelkhah et des chercheurs en sciences sociales, on est en train de travailler, de voir comment la législation internationale qui protège les militaires, les diplomates, les médecins, les journalistes, etc., il y a une espèce de réglementation ou de déclaration sur les chercheurs. On protège le bâtiment, mais pas l'archéologue qui va travailler sur le bâtiment. Non, il y a un petit problème. Donc, la question était sur... sur le fait que... Oui, les deux se mettent d'accord. Ça arrange les deux. Ils ne veulent pas du tout faire la guerre parce que ni l'un ni l'autre ne peuvent l'avoir. Si un boy est tué aux États-Unis, il perd les élections aux États-Unis. Et en Iran, c'est hors de question. Donc là, c'est une chose. Et c'est une chose de sagesse. On a de chaque côté des gens sérieux. Chez les militaires américains, il y a des gens sérieux. En Iran, il y a des gens sérieux qui ont toujours évité, pendant tous ces drames, de faire un mort américain. Et pourtant, c'était calculé dans une guerre. Ça n'arrange pas l'un et l'autre, c'est une impasse. Il faut quelqu'un qui sorte de ce statu quo. On ne peut pas s'amuser à détruire un drone d'un côté et en hangar de l'autre. Non, aujourd'hui, on en arrive, tout a été fait. Bon, maintenant, les cartes sont distribuées, il faut jouer. Il faut trouver une solution. Ça, c'est clair. Je suis quand même frappé parce que cette affaire tragique du Boeing a complètement modifié la donne de l'après-assassinat. Mais si on se reporte avant
le fait d'avoir abattu le Boeing, la direction iranienne avait tout gagné dans cette affaire. Oui. Elle avait perdu le général Soleimani, mais elle avait gagné que l'opinion s'était largement retournée, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, les protestataires avaient été relayés par une foule quand même impressionnante d'Iraniens mobilisés autour. C'est-à-dire, c'est aussi ça qui montre, parce que tu dis les gens sont raisonnables, mais est-ce que Trump est raisonnable? On peut quand même se poser la question, parce qu'au fond, l'assassinat du général Soleimani avait sauvé d'une certaine manière la direction iranienne. Donc c'est pas ça qui est vraiment une avancée du point de vue américain. Hein. De même que la chute de Saddam Hussein a ouvert le tapis rouge aux Iraniens, etc. Bon, il y a des erreurs, mais je ne suis pas pro-Trump, mais il y a un système américain qui est plus lourd que ça. Hein. Mais quelquefois, lui, il déclenche un certain nombre de choses. Un ami militaire m'a dit, la question que je me pose, c'est pas pourquoi Trump a décidé de tuer Soleimani, mais qui, au Pentagone, a dit, Monsieur le Président, il y a une opportunité de tuer Soleimani, sachant que le Président allait dire, OK, allez-y. Quelqu'un a donc fourni cette hypothèse-là. Et c'est ça qui est la décision. Mais la question de Trump, c'est pas important. Il y a donc dans le système américain de sécurité quelqu'un qui a dit, Monsieur le Président, il y a cette opportunité-là. Pendant une demi-heure, on peut le tuer. Bon. Ce qui suppose qu'au Pentagone, il y a des gens qui... Bon, voilà ce genre de questions qui se posent. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on en est à passer à autre chose. Et que si, après la scène de Soleimani, il y avait du monde dans les rues, beaucoup de monde dans les rues, mais tout le monde n'y était pas, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que les manifestations l'autre jour devant l'université Amir Kabir, au centre de Téhéran, c'est le quartier latin. Bon, 3000 manifestants dans le quartier latin, ça suffit en France, peut-être. Enfin, en Iran, non. Je ne sais pas dans quelle mesure la bourgeoisie moyenne, les intellectuels de gauche, pour libéraux, si vous voulez, qui ont manifesté avant-hier, il y a la même chose à Ispahan, à Shiraz, à Yassouj, ou bien à Chabahar, hein, dans les petites villes. C'est pas évident. Le rapport de force n'est pas là. On sait très bien qu'à la Révolution, les intellectuels qui avaient des soirées de poésie à l'Institut Goethe ont manifesté. Ils étaient 1000 intellectuels, 3000, 5000, 10 000 à un moment. Ils se sont fait réprimer par la SAVAK. Et le jour, ils ont dit, bon, ça ne sert à rien, on va s'associer à Khomeini. Et le jour où ils sont associés à Khomeini, c'était 3 millions dans la rue. Le chat était parti. Il a fallu l'association des intellectuels anti-américanistes, libéraux, etc., et laïcs, avec les forces islamiques, pour que le régime change. Donc il faut mesurer, c'est ça en sciences sociales, c'est mesurer l'échelle des événements, la dynamique qu'il y a. Après l'assassinat de Soleimani, il y avait un consensus national, mais qui n'était pas le consensus de la guerre Irak-Iran. Mesurons le chemin qu'il y a à parcourir et ne pas s'envoler. Hier, ces 3 jours, ça y est, la révolution arrive, les intellectuels, regardent ce qui s'est passé à l'université, ce sont les têtes les plus brillantes de l'Iran qui sont opposées au régime, qui va tomber, c'était vite. Attendez, doucement, c'était les étudiants d'Amir Kabir. Bon. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien dans l'histoire de l'avion ukrainien. Qu'est-ce qui explique le temps de latence mis par le gouvernement iranien à reconnaître son erreur? Parce que dans un premier temps, ils avaient dit, mais on n'est pas responsable du tout. Alors qu'est-ce qui a fait qu'en l'espace de 2 jours, ils ont complètement changé? Alors, premier élément, Dominique en parlait, cette espèce de suffisance de l'Iran, qui dit, on ne craint rien. On fait ce que l'on veut, et si on n'est pas content, on réprime, et on dit non, et on impose la censure. Dans cette espèce de suffisance de croire que le gouvernement pouvait tout faire. Ils savaient... Première chose. Donc, le nationalisme iranien, l'Iran, par définition, ne fait pas d'erreur. L'Iran a raison. Première dogme. Deuxièmement, ils se sont bien rendus compte, au bout de quelques temps, que ça ne pouvait pas être nié. Les évidences, elles sont là. Donc, il faut trouver un échappatoire. Rentre à ce moment-là en ligne de compte, et ça ne se passe pas en 5 minutes. Ça, parce qu'on ne peut pas accuser les gardiens de révolution, qui sont sanctifiés depuis que leur héros est mort avant-hier. Donc, et si on touche aux gardiens de révolution, on touche à un élément essentiel du système. Donc on ne fait pas ça innocemment. Donc il faut le faire de façon concertée et organisée. Ça prend quelque temps. Pour accepter aussi que le général commandant la force aérienne dise « Je préférerais être mort, je m'excuse, et je préfère être mort que d'avoir que mes subalternes, mes soldats, aient descendu un avion. » C'est un événement majeur. Et donc, dans le système iranien, il est normal, entre guillemets, que ça prenne 3 jours avant d'accepter. Ce qui montre que le système, quelque part, est bloqué, met du temps à avancer, et qu'il y a des enjeux très importants derrière ça. Derrière ces morts de l'avion ukrainien, c'est l'image des gardiens de la révolution dans le système iranien, non pas qui est renversé, non, il est encore très présent, très puissant, et ça n'a pas tombé, mais ils ont demandé pardon, et ça c'est un événement historique. Merci.
Si je comprends bien, vous avez dit que le problème majeur en Iran, c'est un problème économique. Pourquoi l'Iran dépense des dizaines de milliards d'euros aujourd'hui en Syrie, au Liban, en Irak? Pourquoi laisser 60% de l'économie iranienne dans les mains des gardiens de la révolution, qui ont en fait une force idéologique, comme vous le savez? Et l'histoire de dire, par exemple, ils ont combattu Daesh en Syrie ou bien en Irak. Moi, je suis syrien. Je sais que l'Iran, ni la Russie, ni Bachar al-Assad a combattu Daesh en Syrie. Les gens qui ont combattu Daesh en Syrie, à Alep, vous avez dit Alep, c'est en fait l'opposition modérée qui a dégagé Daesh de l'Est d'Alep. Et ensuite, l'Est d'Alep. Et les Kurdes. Et les Kurdes, bien sûr. Oui, absolument, absolument. La force démocratique syrienne, et qui est en fait des Kurdes et des Arabes et des Syriaques, des chrétiens, avec les Américains qui ont dégagé Daesh. Tout à fait. Daesh n'a jamais fait un attentat en Iran. Ils peuvent le faire, parce que l'Iran, comme vous le savez, abritait les enfants de Bin Laden, abritait Al-Karawi, qui est un chef notoire de Al-Qaïda, et ils ont formé aussi Al-Zarqawi. Alors, vraiment, il y a une contradiction terrible dans tout ça. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a ensuite une image qui est donnée sur le fait du combattant, du héros contre Daesh. Et en Syrie, on sait très bien que pour l'Iran, le problème important était que Bachar el-Assad, que le gouvernement de Damas, comme ils disent, le gouvernement de Damas garde le pouvoir, ne voulant pas que des forces incontrôlées prennent le pouvoir à Damas. Donc politiquement, il soutenait de facto toute solution qui permettait à ce que Bachar, puisque c'est lui qui est là, garde le pouvoir à Damas. Ça, c'est clair. Ensuite, en déguisant cela derrière un discours démocratique et combattre Daesh, etc. En Irak, les choses sont un petit peu différentes. Donc, le discours est une chose. Pourquoi est-ce que l'Iran est actif ainsi sur des territoires étrangers, ne dépensant pas forcément des milliards, mais beaucoup d'argent? Ce n'est pas tellement l'argent qui est en cause. Je n'ai pas les comptes, personne ne les a d'ailleurs, personne ne les a. Mais quand on voit combien coûte ce qu'il y a comme investissement, ce n'est pas des dépenses par centaines de milliards. L'Iran est un pays, c'est une île, c'est un pays isolé dans ses frontières, où le nationalisme, la résistance à l'étranger fait partie des dogmes importants et puissants. Ils n'ont aucune capacité d'action à l'extérieur. Leur armée n'est pas capable de le faire. Et seules les petites forces, la force Roth, de militaires, un tout petit groupe de militaires, est capable, à condition de s'associer à des populations locales, des milices, de pouvoir être actif à l'extérieur. Donc l'Iran connaît ses limites du point de vue militaire. Donc il va donc utiliser ce que j'ai appelé un archipel de minorités. Dès qu'il y a une minorité dans un pays voisin, il va soutenir cette minorité. Chiite, c'est le cas, c'est le Hezbollah par exemple, ou le Hezbollah ou les chiites d'Afghanistan, hein, ou de Bahreïn, ou des Houthis, tu sais, peu importe, mais des chrétiens aussi, hein, ou des persanophones en milieu turcophone, au Tadjikistan, ils vont chaque fois trouver une minorité. Et cette minorité, ils vont la soutenir de façon adéquate, financièrement, culturellement, économiquement ou militairement. Et ce qui fait que l'Iran a ainsi construit tout un archipel d'alliés qui, il faut payer les milices, mais ils ne sont pas payés des millions de dollars, c'est 200 €, 300 € par an, ça fait beaucoup d'argent, incontestablement, mais c'est un moyen de pression aussi. Donc cette dépense, elle existe. Et l'Iran fait cela non pas pour conquérir Damas ou avoir le pouvoir au Yémen, mais comme un moyen d'opposition à l'Arabie saoudite, à Israël ou à la Turquie ou à d'autres forces économiques ou politiques à l'extérieur. C'est une stratégie de satellite autour, de proxy, comme on dit, pour les défendre. Et donc, il y a des contradictions, évidemment, dans ces systèmes-là. Quant aux gardiens de la Révolution qui contrôlent l'économie, il y a deux choses qu'il faut bien voir. Les gardiens de la Révolution font partie des anciens combattants de la guerre Irak-Iran, comme les gens de l'armée. Et pendant la guerre, on allait à la guerre au front pendant 1 an ou 2, mais la guerre a duré 8 ans. Donc, vous avez 3 millions d'hommes au front, qui au bout d'1 an ou 2, et pour les miliciens, c'est 6 mois simplement de Bassidji au front, vous revenez chez vous. Ça fait des millions d'Iraniens ont été anciens combattants. Tout ancien combattant, dans tous les pays du monde, reçoivent une aide publique pour avoir un logement, un travail. Et il est évident que dans ce petit jeu, les gardiens de la Révolution, qui étaient une force nouvelle, ont exigé du gouvernement de Rafsanjani à l'époque, ou d'Ahmadinejad par la suite, d'avoir des capitaux importants pour être une force économique importante. Comme l'armée du Shah l'était. L'armée du Shah possédait 20% de l'économie iranienne, stratégiquement, pour contrôler justement stratégiquement l'économie. Autrement dit,
Les gardiens de la Révolution ont pris cela. Mais il y a donc l'armée des gardiens de la Révolution, institution, qui contrôle Rata-Molambia, qui est une grande entreprise de travaux publics et de pétrole, etc., qui est un trust important, et au total, ça fait 20%. Mais, deuxièmement, les anciens combattants, moi, ancien général gardien de la Révolution, ancien commandant, je suis retraité, j'ai obtenu un prêt sans intérêt pour acheter une entreprise de tomates, et j'ai acheté cette entreprise de tomates. Et aujourd'hui, je suis le roi du concentré de tomates en Iran. Et ça fait beaucoup d'argent. Et ainsi, dans beaucoup de secteurs, d'anciens gardiens de la Révolution, ou d'anciens militaires, d'anciens bassidjis, ont des fonctions à des degrés différents. Mais ça, il ne faut pas confondre les deux choses. Cela dit, les gardiens de la Révolution, de la guerre, créent des solidarités ou des inimitiés considérables. En France, la Résistance a créé des amitiés faisant qu'un ancien royaliste et un communiste se trouvaient dans le même maquis. Après la guerre, ils ont été très différents politiquement, mais ils ont été ensemble dans le maquis. Et ça crée des solidarités qu'on ne comprend pas. Et donc la guerre Irak-Iran, aujourd'hui, explique une grande partie de l'immunité dont bénéficie le régime islamique ou les gardiens de la Révolution. Parce qu'ils ont fait le boulot à l'époque. Et on n'ose pas quand même, moi qui suis un jeune ingénieur de l'université Amir Kabir qui a fait manifester hier, mon père était un ancien gardien de la Révolution, un ancien militaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu avoir des bonnes conditions pour étudier. Donc je suis contre ce qu'a fait mon père, mais mon père c'est mon père, je ne vais quand même pas l'insulter. C'est contradictoire, c'est la vie. Mais il faut encore tenir compte qu'en Iran, il y a ces contradictions, les évaluer. Et ça, c'est un travail. Je voudrais relancer un tout petit peu la question de notre ami, parce qu'on a eu beaucoup de textes qui ont circulé ces derniers temps là-dessus, insistant, mais je ne dis pas qu'ils ont la moindre fiabilité, hein, mais puisque ça existe, on en parle. L'idée, c'est que l'Iran aurait eu un rapport duplice avec Daesh. C'est-à-dire, d'un côté, on combattait Daesh, indiscutablement, mais d'un autre côté, on avait des rapports, y compris des rapports directs avec un certain nombre de cadres, d'Al-Qaïda d'abord et de Daesh ensuite, y compris des cadres qu'on a hébergés en Iran et qu'on a formés, etc. Ça te paraît vraisemblable ou... Il y a deux choses. C'est important, je veux dire. Hein. Alors, il y a les logiques d'État. Bon, l'Iran est un État. Donc, pour Al-Qaïda, c'est différent. Alors, pour Al-Qaïda, cette organisation donc, qui était anti-américaine avec le 11 septembre, mais est assez forte pour combattre les Américains en Afghanistan. Et donc, concrètement, contrairement aux talibans, qui sont une force un peu ancrée, Al-Qaïda pouvait être un outil pour se mettre dans le jeu politique en Afghanistan, pour à la fois combattre les Américains s'il fallait le faire, les Iraniens ayant peu de capacité de ce point de vue-là et investissant ailleurs. Et donc, à peu de frais, en abritant les enfants de Ben Laden, il se donnait un moyen de le prendre en otage et dire « tu fais ceci, tu fais cela ». C'est un otage qui est pris. Sur la formation ensuite des miliciens les plus durs. Bon, l'Iran, qui a longtemps été formé en Palestine à une époque, dans les années 70, ou ensuite au Soudan par exemple, bon, l'Iran est devenu un des endroits où on peut former militairement un certain nombre de combattants. Et donc que les Iraniens, l'État iranien, la nation iranienne, se débrouille pour qu'il y ait un opposant de Daesh ou proche de Daesh, que l'on fait venir en Iran, on le forme parce que je te tiens, tu me tiens, etc. Ça fait partie des intrigues politiques. Ça existe peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Il faut voir cet aspect de contradiction politique. Et c'est bien clair, on le voit par exemple avec Mortada Sadr. Mortada Sadr qui, en Irak, est un jeune mollah, dynamique, qui a été très anti-américain, très fort, mais qui est très nationaliste, qui dit « abat l'Iran ». Bon. Les Iraniens l'ont donné une bourse d'études pour faire son doctorat à Téhéran pendant 4 ans à Rome, pour essayer de l'iraniser, de le rendre... Il est revenu avec son doctorat, avec son diplôme. En Irak, c'est encore pire. Cela dit, Sadr était à Téhéran lorsque Soleimani est mort. Il était le premier à dire honte aux Américains. Bon, parce que, certes, il est anti-iranien, mais il est dans le système quand même. Bon, ça fait partie des contradictions, ça. Mais ne pas survaloriser ces éléments-là, à mon avis. Essayons de voir aujourd'hui, on est tellement à des éléments très, très, très lourds, de grands chapitres qui se confrontent, on peut toujours trouver une raison en dessous qui dit « regardez, il a fait une erreur ici ». Il faudra ensuite arriver à ce niveau-là, certainement, pour nettoyer. Mais l'Iran est un pays qui est en guerre depuis 40 ans. L'Iran est en guerre, militairement, politiquement, culturellement, économiquement. Et donc, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, y compris les coups tordus. D'autres questions ? Je voudrais revenir à la question du pétrole et de son importance aujourd'hui
au niveau de l'Iran, de l'économie iranienne, puisque c'est un point important, et le fait que, donc, de l'embargo. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer, il ne faut pas supposer que finalement, le fait que, à cause de l'accident de l'avion ukrainien, que finalement, les Américains ont quand même gagné fondamentalement, dans la mesure où même les Européens n'évoquent plus la question de l'embargo lorsqu'ils appellent les Iraniens à la retenue. Parce que c'est quand même grave. Et quand tu regardes l'histoire un peu longue du pétrole en Iran, on voit bien que le problème majeur, c'est la compétition possible du pétrole iranien et du gaz iranien, qui a un coût d'extraction fabuleusement plus bas que le reste du monde et qui, déjà dans le passé, par rapport à la chute de l'Union soviétique, a joué un rôle majeur et qui continue à jouer un rôle majeur aujourd'hui pour maintenir le pétrole à un niveau suffisamment élevé pour que le gaz de schiste américain puisse être exploité et qui convient quand même aussi indirectement, avec l'accord des Russes et des Saoudiens, pour que ce prix reste à un niveau élevé. Voilà. Je voulais savoir un peu plus sur cette question. Il est évident que on ne serait pas ici si l'Iran n'était pas un grand producteur de pétrole et la plus grande réserve mondiale ou presque de gaz. Bon. Et que l'Arabie saoudite, qui est un adversaire, un partenaire, peu importe, de l'Iran, un voisin de l'Iran, est également un principal exportateur vis-à-vis de l'Asie notamment. C'est un facteur important. Cela dit, les choses ont aussi changé parce qu'aujourd'hui, cette région n'est plus la principale région au monde pour le pétrole. C'est la Russie et les États-Unis qui sont les deux acteurs majeurs. Et donc, ça change un peu le rapport de force. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et qu'effectivement, exporter le pétrole saoudien ou iranien, il vaut 3 sous à extraire, alors que le pétrole de schiste du Nebraska vaut une fortune. Bon. Et donc, ils ont intérêt à ce que ce soit cher. Cela dit, on l'a bien vu, les compagnies pétrolières américaines sont tout à fait intéressées d'avoir un contrat avec l'Iran. Et même à un moment, il était dans les discussions, si les Iraniens donnaient un contrat à Exxon, au lieu de donner à Total, il acceptait qu'Exxon soit là. Exxon aurait été intéressé. Parce que, bon, tout en ayant du gaz de schiste. Bon. C'est un facteur important, mais qui fait que peut-être d'autres pays pourraient être intéressés. Et c'est là que les pays de l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée ont leur rôle à jouer. Pour l'instant, ces pays sont politiquement absents. Ils n'existent pas. Ils leur veulent du pétrole pas trop cher. Ils veulent du pétrole pas trop cher. Et dans la situation actuelle, ne leur plaît pas. Tant plus que les Chinois n'ont plus le droit maintenant d'acheter du pétrole iranien parce que les Américains leur ont interdit et les relations avec les États-Unis sont trop importantes pour qu'ils n'obéissent pas aux Américains. Donc la question se pose de la Chine, de l'Inde, du Japon, de la Corée, de l'Indonésie, du Vietnam, comme un pays qui deviendrait politiquement plus important. Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de rentrer dans le jeu, sauf la Chine qui commence à s'y mettre. Mais ils n'ont pas les moyens de rentrer dans le jeu. Ils ne veulent pas forcément se brouiller avec les Américains. Ils n'ont pas les moyens. Mais c'est une grande question qui se pose sur le fait que ces pays-là vont passer à l'acte et dire « Nous ne voulons pas d'une guerre dans la région de Golfe Persique parce que moi, j'ai besoin de pétrole arabe ou saoudien, koweïtien ou du gaz qatari ou du gaz iranien à un bon prix. Donc je veux la sécurité dans le Golfe Persique. Donc si vous, monsieur américain, avec vos porte-avions, là, vous perturbez le jeu, ou vous, français, votre base à Abu Dhabi, s'il vous plaît, allez voir ailleurs, mais laissez mon pétrole sortir. » Et les Iraniens jouent cette carte aujourd'hui. Le président Rouhani a proposé à l'ONU, à la dernière Assemblée générale, de faire une réunion qui s'appelle HOPE, je ne sais plus l'anagramme de quoi, pour dire nous avons besoin d'une sécurité dans le Golfe Persique pour pouvoir assurer l'exportation du gaz et du pétrole de tous les pays riverains en toute sécurité, sans l'aide internationale. C'est une carte à jouer qui prend du temps, évidemment. Donc on voit que le cas de l'Iran, du pétrole, etc., on est dans une nouvelle ère. L'Union soviétique, il faut le savoir, est tombée, par exemple. Il faut le savoir, ça. C'est fini. Mais certains n'ont pas encore compris. Donc, les rapports de force sont en train de changer et le pétrole et le gaz sont évidemment un paramètre important. Comme les ventes d'armes, par exemple, aussi. Monsieur, et puis Didier, ensuite. En évoquant le désengagement unilatéral de Trump, vous avez cité un certain précédent, celui de Woodrow Wilson, qui refusait de ratifier le traité de la SDN en fin 1921. Juste après, Churchill, qui était le Colonial Office, a écrit à son résident à Bagdad « Je suis arrivé, je cite en français, je suis arrivé en toute indépendance à la conclusion qu'en février 22, que tant que les Américains n'auront pas une part du pétrole de l'Irak, nous ne verrons pas la fin du problème au Moyen-Orient. » Pourquoi ? Parce que le pétrole, les géologues le savent depuis très longtemps, le pétrole de Mésopotamie, c'est le moins cher à produire au monde. Il y a 7-8 ans, c'était $4 le baril.
Il est monté jusqu'à 148 au niveau international. Pareil, en Iran, à cause des conditions du Golfe, même si le gisement est partagé, c'est le coût le moins cher au monde. Donc, comme l'a dit mon ami et collègue, mon avis, c'est le point clé de la politique du système américain, Trump, les autres, le Pentagone, mais aussi les pétroliers, les gaziers. Ils veulent que l'Iran leur concède une part de son pétrole par des actions, comme ils ont voulu le faire en Irak. Et c'est pour ça qu'ils sont partis d'Irak, c'est parce qu'ils n'ont jamais pu faire voter une loi irakienne sur le pétrole de leur vœu, c'est-à-dire avec des contrats de partage de production. À mon avis, c'est la clé de cette opposition ancienne. Alors, je suis d'accord avec vous, mais comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, il y a plusieurs paramètres. Le paramètre économique et pétrolier est un paramètre majeur, c'est évident. Mais il faut tenir compte aussi dans la vie du paramètre nationaliste, de sécurité, d'idéologie, qui sont également des paramètres qui comptent. À tort ou à raison, mais c'est un fait. Donc, dire la clé est là, le problème, c'est qu'il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs clés. Et que d'expliquer par une seule clé, en disant le pétrole, c'est la solution, l'idéologie islamique du Mollah, c'est la solution, le nationalisme iranien, c'est la solution, ou le blocage, peu importe, on se trompe, c'est multifactoriel. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que les questions du prix du pétrole, parce que c'est beaucoup d'argent immédiatement, c'est un paramètre incontournable. Que ça ne se limite à cela, pas forcément. On sait que les ventes d'armes, par exemple, sont un facteur très important pour justifier le soutien à l'Arabie, aux Émirats, etc. Ce n'est pas un soutien au régime, mais c'est un soutien à quelqu'un qui vous paye très largement et qui fait de l'emploi en France. Donc c'est un paramètre. Alors on se débrouille pour déguiser cela en matière de droits de l'homme, mais ça crée des emplois, donc on reste tranquille de ce point de vue-là. Ça fait partie des contradictions, et qui sont des paramètres qui comptent. Alors, à tort ou à raison. Donc votre question est parfaitement juste, et je suis d'accord avec vous entièrement. C'est un des gros paramètres. Ne pas trop le survaloriser, je crois. Il faut tenir compte justement du reste pour être plus proche de la réalité et de l'efficacité. Si j'ai bien compris, nous avons des spécialistes éminents du pétrole dans cette salle. Je voudrais en profiter pour qu'ils nous disent ce qu'il en est réellement, parce que si j'ai bien compris, il y a une contradiction très forte dans la position américaine. C'est qu'ils ont besoin d'un pétrole à prix élevé pour que l'extraction du gaz de schiste soit rentable, mais que personne ne sait sur la longue durée si ça va fonctionner. Parce que si j'ai bien compris, en fait, on passe d'une zone d'extraction à une autre sans arriver jamais à stabiliser. Or, le pétrole, par définition, ça fonctionne avec une stabilisation de l'extraction, de la raffinerie, etc. Donc je crois qu'il y a dans la politique américaine, il y a évidemment d'avoir le maximum de pétrole possible, mais à condition que le prix global soit un prix élevé. Est-ce que moi qui suis quelqu'un qui ne connaît pas ces questions, est-ce que j'ai raison ou tort? Le prix est contrôlé par le contrôle des robinets des gisements les moins chers. Voilà. C'est tout. Moi, je l'ai écrit il y a plus de 15 ans, dans un monde libéral que les Américains font semblant d'appeler de leur vœu, le monde de commerce libéral, un Irak libre et démocratique prendrait en quelques décennies le contrôle mondial de l'industrie pétrolière. Parce qu'il a le pétrole à $4 le baril. C'est tout. Voilà. Et c'est comme les mines d'or sud-africaines, elles contrôlent le marché parce qu'elles sont moins chères, ou diamants, etc. C'est le problème du coût de production de ces matières premières. Mais on est bien d'accord que si les Américains, par hypothèse absurde, pouvaient se procurer tout le pétrole du monde, mais que ça fasse descendre les cours très bas, ça n'est pas leur intérêt. Ça n'est pas l'intérêt des compagnies pétrolières américaines, en clair. Voilà, d'accord. Encore des questions, Didier, depuis tout à l'heure, là? Oui, pas de problème. Bonjour et merci pour votre intervention. Mes questions ne sont pas du tout techniques, c'est juste quelques précisions. Il me semble que Fariba Adelkhah n'est plus retenu pour motif d'espionnage. Oui. Il y a d'autres raisons, semble-t-il, mais ce n'est pas celle-là. L'accusation d'espionnage a été levée, qui était importante parce qu'elle est passible de peine de mort en Iran, mais elle est toujours accusée d'atteinte à la sûreté de l'État et de complot contre le régime, qui sont aussi graves, mais on peut espérer que les choses se normalisent, sachant que ce genre d'accusation n'a pas de fondement. C'est une question d'honneur, de façon de s'en sortir. La deuxième question, pour ce qui concerne le nucléaire iranien, M. Nicolo avait écrit dans un des livres sur l'Iran que pour arriver à la fabrication d'une bombe atomique, il faut attendre à peu près une trentaine d'années.
Et on ne pointe que cette question-là, alors qu'on sait pertinemment on peut utiliser le nucléaire civil et pas le nucléaire militaire. Ça, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Oui. La fabrication de la bombe atomique iranienne. Alors, à une époque, on disait donc que les Israéliens, Netanyahou le disait, ça y est, c'est une question de jours, de semaines. Enfin, et ça fait partie de la propagande. Bon, laissons tomber cela. Il est clair que l'Iran, en enrichissant l'uranium de façon autonome, avec une grande efficacité technologique, avait un objectif militaire qui était avéré. On ne fait pas cela uniquement pour vendre l'uranium pour les centrales électriques. Bon. Ça, c'est une chose. Cela dit, de passer de cette capacité à la réalisation, c'est autre chose. Faire une bombe atomique suppose qu'elle explose, la bombe. Donc, il ne faut pas simplement avoir de l'uranium enrichi. Et là, beaucoup de gens disent qu'il faut du temps et l'Iran n'a pas ce temps. Cela dit, en Corée du Nord, ils ont réussi à aller plus vite. Bon, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là. Ce qu'il faut voir, et c'est en lisant même la question précédente sur le pétrole, on est en présence d'États émergents. Le système de la Seconde Guerre mondiale est terminé avec quelques grandes puissances victorieuses qui contrôlent le monde. Ces puissances ne contrôlent plus le monde. Alors, elles sont encore très puissantes, mais elles ne contrôlent plus. Et il y a des pays émergents. On a, dans notre histoire, on est là maintenant en face des pays, la colonisation s'est terminée, et des pays émergent, avec les difficultés, les contradictions, tout ce qu'on voudra. Mais ils émergent. Et il faut donc retrouver maintenant une légitimité, un moyen d'expression, de relation avec ces gens-là, avec ces pays-là. Donc le nucléaire était à l'époque la carte de visite obligatoire. Pour être un grand pays, il fallait du nucléaire. Donc moi, Iran, je vais faire une bombe atomique, ou je dis que je vais la faire, parce que ça fait partie de ce qu'il faut du point de vue défense pour mes voisins. C'est une logique qui était la logique de la sécurité nucléaire. Même chose pour le pétrole. Il faut s'attendre à ce que les États-Unis, le roi du pétrole, ne soit plus le roi du pétrole. Il faut qu'il accepte que l'Irak, petit pays du Moyen-Orient, est par hasard la clé de la production mondiale de pétrole à $4, qui peut entraîner des conséquences graves sur l'économie américaine. Ça fait partie des scénarios auxquels il faut faire face. Alors, pour l'instant, la réaction est de dire « je bloque tout militairement ». C'est la réaction du plus fort, militaire. Mais ça provoque des réactions en chaîne, ça provoque un Daesh. De soutenir l'Iran en Irak a fait que les Iraniens arrivent et font du surchiisme en Iran, qui met en porte-à-faux tous les gens de Saddam Hussein qui ont été licenciés de l'armée de Saddam Hussein, de la police, qui disent à Daesh, ils boivent de la vodka ou de la whisky tous les matins ou de l'arak, ils s'en fichent, mais ils vont soutenir Daesh, qui est une façon, etc. Et on est embarqué dans une histoire où le prix du pétrole est bien loin. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs. Et puis... aussi, pour ce qui concerne l'Irak, le Parlement irakien avait voté le départ de la base américaine, enfin des Américains sur place, et M. Trump l'a refusé. Au départ, ils avaient dit on part. Et donc, dans ces conditions, comment on peut penser qu'un pays aura voix au chapitre parce qu'il ne sera pas entendu? Et puis enfin, pour ce qui concerne les relations Iran-États-Unis, si ils arrivent à un accord après tous ces événements et une entente, comment on peut se fier aux États-Unis parce qu'ils ne tiennent pas leur engagement? Alors, sur la question des départs américains, il est évident, et ça, c'est pas Trump, c'est Obama qui a mis les choses en place. Les Américains se retirent du Moyen-Orient stratégiquement pour aller vers l'Asie occidentale. Ça, c'est clair. Ça ne va pas se faire en 3 minutes, donc ils sont responsables. Obama avait trouvé une solution pacifique, un accord sur le nucléaire iranien qui permettait de baisser la tension et progressivement de changer des rapports de force en mettant l'économie au centre du processus. C'est pacifique. Le business, c'est le business. Et le retrait des troupes. Et ce qui permettant le retrait des troupes qui sont plus nécessaires parce que l'Iran n'a plus l'intention de détruire Israël demain matin, mais a des affaires de business avec l'Irak, avec la Syrie, bref, avec l'Arabie Saoudite. Bref, une logique positive se mettait en place avec toutes les contradictions qu'il y a. Et donc, je peux retirer mes troupes de la région. Bon. Il est évident que ce processus va continuer. Mais comment va-t-il se retirer? On sait très bien que s'il se retire aujourd'hui, techniquement c'est Daesh qui avance parce que l'armée irakienne n'est pas capable. S'il n'est pas capable, c'est les Iraniens qui vont dire « attendez, moi j'interviens ». Bon, on est parti dans une situation, il faut gérer, ça c'est les contradictions, c'est les gouvernements sont là pour ça. Bon voilà. Après... Didier ? Vous terminiez tout à l'heure votre exposé introductif en forme de question en disant « faut-il revenir autour de la table ?» C'est une question que se posent en fait les Iraniens aujourd'hui. Je pense que ça peut être d'application aussi bien en interne par rapport à leur propre société qu'en externe par rapport en fait aux partenaires américains et occidentaux.
Vous disiez aussi après que vous constatiez que l'accord, le JCPOA, a été totalement inappliqué du côté américain et occidental et sensiblement appliqué du côté iranien. Alors ma question était si il y a une volonté de se remettre autour de la table et sur le plan donc externe, alors que du côté des Occidentaux, ils mettent la pression sur le volet balistique d'un côté, sur le volet en fait influence régionale de l'autre, qui semblent les deux leviers en plus de la confirmation du volet nucléaire. Quels pourraient être les termes de négociation? Qu'est-ce qui est acceptable par l'Iran par rapport à cela? Merci. Il faut bien voir que dans une négociation internationale, il faut qu'il y ait un intérêt des deux côtés et une contrainte des deux côtés. Sur le nucléaire est une question stratégique, idéologique très importante, plus que militaire en l'occurrence. Donc un consensus s'est fait pour qu'il y ait une négociation et une bonne solution provisoire avait été trouvée pour que l'Iran finalement ne soit pas en situation de faire une arme atomique avant 25 ans. 25 ans, c'est-à-dire jamais, enfin c'est autre chose. À ce moment-là, les Américains et les Israéliens ont dit, les Saoudiens ont dit, cet accord n'est pas acceptable parce que les Iraniens ont une influence régionale militaire, force Roth, etc., et ils ont des missiles. D'accord. Et aussi les Iraniens, ils ont les droits de l'homme qui ne sont pas bien, ils ont ceci qui ne sont pas bien. On peut multiplier la liste des choses qu'on peut reprocher à l'Iran. Une liste comme ça de 50 pages. Et côté iranien, ils ont dit, attendez, chaque chose en son temps. On a fait un accord sur le nucléaire. Alors on fait cela, je fais ma part, vous faites votre part, et après on avance. Mais on ne va pas exiger que tous les feux soient verts avant de commencer à marcher. La vie est tous les jours. C'est pour cela qu'on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on a avancé alors qu'il était parfaitement connu, et ça a été une décision de prise, que les questions de politique régionale de l'Iran, militaire notamment, et le balistique ne soient pas pris en compte dans l'accord. Le Great Bargain, la grande négociation, était l'hypothèse à l'époque de Bush, a été abandonnée par Obama en disant faisons ça secteur par secteur. Et le nucléaire est suffisamment compliqué pour aboutir à une solution. L'explication que je vois, moi, dans cette affaire-là, c'est qu'il y a un vrai problème sur la politique régionale de l'Iran, qui est, je vous l'ai dit, militaire au lieu d'être économique, même si l'Afghanistan et l'Irak sont les principaux partenaires et commerciaux de l'Iran aujourd'hui. Et que l'Iran voudrait dire « je suis une grande puissance économique, scientifique, etc. » Et je n'ai pas envie de dépenser de l'argent au Liban ou ailleurs parce que ça coûte cher et les Libanais n'ont qu'à se débrouiller. D'ailleurs, le Hezbollah est assez fort tout seul sans que je l'aide vraiment. Ils ont suffisamment de missiles tout près, sans que je leur en rajoute, ils en ont assez pour quelque temps. Donc, cette idée était peut-être que si l'accord sur le nucléaire avait été réalisé, dans quelques années, dans 10 ans, mettons, l'Iran, avec non pas son régime islamique, le régime c'est ce qu'il est, ça ne m'intéresse pas, la société iranienne, qui est nouvelle, qui est la plus nombreuse, avec des femmes qui ont moins d'enfants que les Françaises, avec une révolution sociale chez les femmes très importante, et la plus éduquée du Moyen-Orient, aurait pu avoir une influence économique, donc politique, donc culturelle, donc une influence régionale, sans commune mesure avec l'Arabie saoudite, les petits Émirats, qui sont en train de changer maintenant, mais le Qatar, ça n'existe pas, c'est Monaco au point de vue démographique. Les Émirats, pareil. L'Arabie saoudite, c'est plus solide. Mais Ben Salman fait aujourd'hui la révolution sociale que le Shah a faite en 1960. Il était temps d'y penser. Donc avant que l'Arabie saoudite ait une société qui ait évolué, etc., il se passera du temps. Autrement dit, ces pays-là ne sont pas en âge aujourd'hui, et moi je suis l'ami de l'Arabie saoudite, je ne veux pas que l'Iran se développe trop vite, tant que mes autres alliés ne sont pas en position de faire face. Donc j'arme l'Arabie saoudite, les Émirats et tout le monde pour faire face. Mais c'est de la répression, c'est du containment. Ce qui ne répond pas aux besoins et des Saoudiens, et des Iraniens, et des Irakiens, et des gens du Liban de vivre aujourd'hui. On ne tient pas compte de la population. Et dire, c'est en armant l'Arabie saoudite par des missiles extrêmement sophistiqués que je vais tenir la paix régionale. Donc j'interdis aux Iraniens d'avoir des missiles pour être sûr que les Iraniens sont en position de faiblesse. C'est pas comme ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs critères. Connaissant l'expérience de l'Iran, de la guerre Irak-Iran et le nationalisme iranien, que les Iraniens vont accepter d'avoir 2 fusées de feu d'artifice à côté des missiles extrêmement sophistiqués qu'ont les Irakiens. C'est absurde. Et donc, c'est pour ça que la politique française qui rejoint Trump en disant la politique régionale Daesh, la Syrie, négative, et les missiles sont l'élément central. Les missiles, surtout côté français, plus que la politique internationale. Quand vous allez voir l'amiral Shamrani, qui est le commandant, qui est le secrétaire général du SGDN, Sécurité nationale, il était pendant la guerre Irak-Iran.
il a reçu des missiles Scud nord-coréens et autres sur la figure en quantité pendant toute la guerre Irak-Iran. Et en face, l'Iran n'avait pas de missiles pour répondre. Ils en avaient 300 et des milliers à côté. L'Iran, Téhéran, est le seul pays au monde avec Anvers et Londres qui ont été victimes d'une guerre des missiles dans l'histoire. Donc moi, ancien général de 75 ans, amiral, qui suis en charge de la sécurité de mon pays, j'ai été victime et témoin que je recevais des missiles et je ne pouvais pas répondre. Donc ma priorité est d'avoir des missiles aussi bons que possible qui puissent au moins faire répondre à des besoins urgents. Mais le problème est qu'ils ont fait ça n'importe comment et qu'ils appuient sur un missile, ils ont détruit un avion. Bon, qui montre bien qu'il faut éviter cela. Mais on peut comprendre parfaitement la politique iranienne face à l'armement saoudien. J'ai beaucoup aimé tout au long de ton intervention la manière dont tu disais moi, et moi, c'était pas Bernard Hourcade, mais Ben Salman, Trump, Khamenei, Le général Pasdar. pas Macron, hein, mais bon, tu aurais pu. Je peux jouer si vous voulez. Tu aurais pu. Oui, c'est pas difficile à jouer. Hein. Blague à part, ça rejoint ce que tu as dit en introduction de ton intervention sur la difficulté pour un chercheur de travailler dans et sur l'Iran. Mais j'ai l'impression, pour être honnête, que cette difficulté, c'est celle que nous avons tous. Oui. Parce que cette loi imbécile héritée de la guerre froide, selon laquelle l'ennemi de mon ennemi est mon ami, elle rend incapable de comprendre quoi que ce soit. Et l'exemple de l'Iran me semble absolument clair. C'est-à-dire, l'Iran, c'est à la fois un élément absolument essentiel de la lutte contre l'hégémonie américaine et pour un monde plus équilibré, multipolaire, etc. Et puis, c'est aussi un régime passablement pourri, avec des aspects liberticides, qui descend des avions avec des missiles perfectionnés. Il faut qu'on arrive à vivre avec ces contradictions-là, quoi. C'est-à-dire à vivre dans un monde où on ne peut pas être complètement avec un seul drapeau d'un côté. Le drapeau, il est pour une part en lambeaux, pour une part, il reste un drapeau important, quoi. Et c'est pour ça que ce que tu dis là sur les équilibres mondiaux, l'URSS est parti, mais beaucoup des diplomates ou des gens qui ont 60 ans ont été éduqués dans la guerre froide, dans cette logique-là. Absolument. Dans cette logique-là. Ils pensent en modèle guerre froide, ils prennent le truc. Et donc, l'équilibre international est remis en cause. Et à l'intérieur de l'Iran, pour revenir à notre sujet très précisément, justement, tous ces équilibres très instables qui avaient trouvé à la République islamique une façon d'exister, plus ou moins mauvaise, hein, mais ça fonctionnait, avec la répression notamment comme moyen de faire tenir tout ça, ça ne marche plus aujourd'hui. Tout le monde explose, tout le monde veut revendiquer, moi mon idéologie islamique, toi ton nationalisme, toi ton développement économique. Cette demande, elle est là. Et l'Iran est un pays qui bouge, où les gens bougent. Je ne parle pas du gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Les rapports de force bougent. On dit en Iran qu'il y a liberté d'expression, mais pas de liberté après l'expression. Mais effectivement, mais les Iraniens s'expriment. Ils se font tuer pour ça, ils vont dans la rue. C'est un pays qui bouge. C'est pas que je suis en disant ça avant de me dire tu es pour la République islamique, tu défends les moyens. Je suis habitué à ce genre de crédit. J'essaie de regarder les dynamiques. Qu'est-ce que ça va donner? Les Iraniens répondront, c'est pas moi. Merci infiniment. C'était passionnant, comme toujours. Mais... nous avons un colloque.